C'est vraiment, c'est dur à battre. Merci Marlène d'avoir d'être tombée là-dessus puis de l'avoir mis dans la séquence. J'avais le piton collé, vraiment, j'étais comme wow, c'est vraiment hot. Puis là, j'imagine que vous êtes réveillés, là, c'est supportable quand même à 9h moins 10. Donc, et en plus, je suis quand même fan de ABBA. À cause de mes parents, bien sûr. J'adore ce groupe. On va parler design utilisateur avec Anne. Voyons, je suis mêlée là. C'est à cause de mon pont musical. Il m'a tout détimé, comme on dit. Donc oui, on va parler de design utilisateur avec Laure Gabrielle Châtenay. Et je vais mettre le petit indicatif parce que c'est toujours le fun à entendre. UXCO vous présente la chronique en expérience utilisateur. UXCO, les spécialistes au Québec en expérience utilisateur. Et ben voilà, Laure Gabrielle Châtenay qui est des nôtres au téléphone. Salut, Laure Gabrielle. Bonjour Marjorie. Ça va bien? Ça va bien et toi? Oui, et je trouve ça comique quand même parce que tu vas nous parler de design, mais de design systémique. Et là, c'est parce qu'on utilise tellement ce mot-là ces temps-ci, là, tu sais, c'est comme le mot depuis quelques semaines. Bon, à savoir est-ce qu'on le dit, est-ce qu'on le dit pas, est-ce que le gouvernement va finalement accepter ce racisme systémique. Là, ça n'a pas rapport avec ça. On parle vraiment d'autre chose. On parle de design systémique et tu vas nous expliquer ce que c'est là. Ben, c'est ça, c'est que l'approche en fait systémique peut être finalement abordée sur pas mal de choses, mais là on va l'aborder de façon très très positive. Donc en fait le design systémique, on a déjà entendu parler donc de la vie du produit par rapport justement à l'obsolescence qui est programmée ou non, par exemple avec les fameux téléphones ou tout ce qui est les électroménagers. Oui. Ça, on en a déjà parlé beaucoup. Donc, la vie du produit, quand il est conçu, quand il est sur les tablettes, quand il est acheté, puis après pour le recyclage. Donc, le tout dans la vie d'un produit, c'est d'avoir le moins d'impact possible. Ça, on connaît, je pense qu'on est assez éduqués là-dessus. Mais la chaîne avant, en fait, qu'est-ce qu'il en est en fait de sa conception? De sa conception vraiment en amont. Vraiment, on va dire, on appelle ça, nous, dans notre jargon, le thinking, là, toutes les pensées qu'on a eues, cette recherche qu'on a fait. Je vais prendre un exemple assez, en fait, avec un bien de consommation qui est ultra connu. On se sert tous les jours, par exemple, quand on prend une cuillère pour manger. Oui. Moi, je veux faire une nouvelle cuillère. Je suis designer et je veux, produire une cuillère, une nouvelle sorte de cuillère. Là, tout d'abord, je pense. Donc, c'est ça le thinking, là, l'étape thinking. Absolument. OK. Il y a cette cuillère-là, le métal, où est-ce qu'il va être pris? Est-ce qu'il va être pris dans de bonnes conditions? Parce qu'on sait personnellement qu'il y a quand même beaucoup de pays aujourd'hui qui produisent plus leur propre métal. Puis qu'on va aller chercher le métal le moins coûteux. Donc, on va aller voir dans d'autres pays, puisqu'on est dans la mondialisation. Est-ce que ces personnes-là travaillent de bonnes conditions? Est-ce qu'il y a un impact environnemental? Est-ce qu'il y a beaucoup d'allers-retours en avion, en bateau pour traiter ce métal-là, pour l'extraire? Est-ce que les travailleurs aussi dans ces pays-là, puis dans les nôtres aussi qui vont après traiter le métal, est-ce qu'ils sont bien équipés pour extraire ce métal, pour le travailler? Est-ce qu'ils sont assez bien rémunérés? Combien il y a d'enfants qui travaillent là-dessus? Parce qu'on va pas se leurrer, dans beaucoup de pays, c'est encore ça. Et donc, ça peut déterminer nos choix envers le matériau, là, vraiment, ou la provenance du métal comme tel. Là. Absolument. Donc ça, c'est un coût, en fait, faramineux. Quand on regarde, quand on s'intéresse un peu à ces biens-là de consommation, ce sont vraiment des coûts faramineux. Pour l'environnement, puis aussi d'un point de vue, on va appeler ça géopolitique, là, c'est vraiment très important. En fait, le design systémique prend en compte vraiment tous ces éléments-là de fabrication. Donc, on est, en fait, le but, c'est d'avoir une consommation qui est très éclairée, puis pour avoir une consommation aussi qui est une conception qui est vraiment consciente. Donc, quand on est conscient de tous ces éléments-là, quand on est conscient de vraiment tous ces, moi j'appelle ça des données, la data, que ce soit autant géopolitique, environnemental et tout ça. Donc là, on peut prendre en compte tous ces facteurs et mieux concevoir pour l'avenir. Et donc, le design comme tel, là, quand je parle de design d'aspect esthétique là, seulement, là, peut être déterminé par justement des décisions qui ont été prises en fonction de la collecte de données qu'on a faite avant. Parce que selon, par exemple, si on reprend l'exemple de la cuillère, selon la sorte de métal, ou même on pourrait décider que ce serait pas en métal parce que ça convient pas à nos normes environnementales ou à nos valeurs, ben là, le design qui suit va être modifié en fonction de ça, des valeurs qu'on a injectées dans la conception. Absolument. C'est tout à fait ça. Après, ça, c'est le bien, on va dire, de consommation. Puis
Puis après, donc, on a le bien, pas le bien, là, mais les systèmes informatiques. On en parle aussi beaucoup. Par exemple, on va prendre un exemple qui nous touche actuellement, c'est les applications pour traquer les gens qui ont la COVID. Oui. Puis pour essayer de diminuer la contamination, l'effet de contamination. Le design systémique, donc c'est vraiment une approche aussi de penser aussi à long terme. Donc on pense en amont, puis on pense aussi pour le futur. Faut faire un peu attention aussi à toutes ces applications-là, la façon dont nous on les conçoit comme concepteurs. Cette application, si elle est conçue uniquement dans cette logique-là de limiter la contamination, c'est parfait. Mais si ces données-là ne sont pas bien, en fait, si l'application en tant que telle n'est pas bien conçue et n'est pas pensée aussi pour le long terme, on pourrait avoir des suites d'utilisateurs, cette application-là pourrait servir à traquer le monde, etc. Ça se passe déjà dans d'autres pays, donc c'est pour ça que j'en parle. Oui, c'est ça, il faut faire attention. La protection des données, on nous rassure, de nombreuses fois, on nous a rassuré là, qu'il n'y avait pas de problème pour l'utilisation de nos données, mais bref, on peut être quand même suspicieux, là, ça ne nous empêche pas d'être prudent en matière justement de manipulation des données, parce que c'est déjà arrivé là, dans d'autres contextes, comme tu le dis, dans d'autres pays, c'est arrivé à Desjardins aussi, mais bon, ça c'était une personne, là. C'est quand même une personne qui a mal agi. Mais bref, on n'est pas à l'abri de ça, jamais. Là. C'est ça, c'est exactement ça. Ce sont des impacts pour le futur. Là, c'est pas des impacts dans l'immédiat. Il faut tout calculer. Ouais. Si par exemple on fait un autre parallèle avec une application aussi qu'on connaît beaucoup, une entreprise américaine, donc Airbnb, c'est un exemple. Le site a été fait de façon, c'est un site tout à fait banal, qui a été fait par 3 jeunes pour aider à payer leur loyer à l'époque. Donc on parle même pas d'hypothèque ici, non, c'est vraiment pour payer leur loyer, qui était déjà astronomique en Californie. Puis aujourd'hui, ils ont fait avancer le tourisme et tout ça, mais aujourd'hui on parle que Airbnb quand même participe activement à la végétalisation des centres-villes, au tourisme de masse, à la montée en flèche des hypothèques. Il y a des zones, par exemple dans le Vieux-Québec ou dans Saint-Jean-Baptiste, il y a quand même des zones qui sont vraiment squatté par le Airbnb. Bon, oui. C'est sûr que là, actuellement, beaucoup moins, mais c'est vraiment quand même très problématique, donc ça crée une dévitalisation. Oui, puis ça enlève beaucoup de possibilités dans le parc locatif pour des gens qui voudraient simplement avoir un loyer là, qui est accessible. Oui, c'est ça. C'est vraiment mon petit en flèche. Là, dans Saint-Roch aussi, il y a eu beaucoup de bâtiments qui ont été donnés Airbnb. Moi, je trouve que c'est vraiment problématique. Ça creuse aussi les classes sociales, ça participe à l'étalement urbain qui est aussi problématique pour l'écologie, enfin bref. Donc, puis aussi, ça va être la facture. La facture va être transmise aussi aux villes, donc aux payeurs de taxes pour impacter tout ça, là, parce qu'à un moment, il va falloir l'entretenir aussi, tout ce système qui a été fait pour finalement laisser la place au tourisme de masse. Et donc, si on avait appliqué le design systémique, ce serait passé autrement, là? Oui, c'est sûr qu'il aurait fallu voir un peu plus saisonné, un peu plus loin. On est dans une société où on est bardé d'actuaires, donc ils auraient pu faire des pronostics un peu aussi. Il y avait plus de choses à voir parce que c'est juste un effet de roue. Hein. C'est juste voir aussi qu'est-ce qui s'est passé dans le passé pour prendre ces données-là, pour se faire une meilleure conscience, une meilleure connaissance, pour bâtir aussi de meilleurs produits et services, que ce soit informatique, de biens de consommation, etc. Ouais, encore faut-il vouloir faire autre chose que juste du profit. Il faut avoir des gens qui sont conscients qui ont d'autres valeurs que seulement s'en mettre plein les poches. Ça, c'est un autre débat. Il y a l'immédiat, et après, il y a la facture qu'on va payer à plus long terme comme société. Donc, c'est sûr qu'il faut faire des choix. On appelle ça, nous, des choix de société. Oui. Il faut être conscient. Oui, c'est vrai. Je vais prendre un autre exemple aussi, par exemple les fameux SUV. Les SUV qui sont des gros consommateurs énergétiques d'essence, d'électricité, tout ça, parce que aujourd'hui on a des hybrides, mais c'est quand même des grosses batteries aussi. Si on avait toutes ces données-là comme concepteur, par exemple, la constructeur automobile va être 5 à 10 ans pour sortir une voiture, 5 à 10 ans dans la conception, puis après, la voiture, elle reste 5 à 10 ans aussi sur le marché. Donc, c'est à peu près une durée de vie entre 10 et 20 ans selon les modèles des manufacturiers. Et après, donc, ils ont toute une barda de sous-traitants, évidemment. Mais les concepteurs de SUV, donc on sait que c'est mauvais écologiquement, on sait qu'il y a des hauts taux de friction avec les pneus sur les routes, on sait qu'il y a plus de déchets parce que les pneus sont plus gros, etc. Mais pourtant, la consommation de SUV n'arrête pas d'augmenter. Mm-hmm. Puis comme beaucoup de jeunes familles, moi-même étant jeune mère de famille, je me suis dit, je vais acheter un SUV parce que je me sentirais beaucoup plus en sécurité avec ma fille dans la voiture.
finalement, en regardant un peu les données qui sont très difficiles à aller chercher, parce que les lobbyistes font très très bien leur job, et bien on s'aperçoit que les SUV tuent beaucoup plus de personnes et encore beaucoup plus d'enfants, à cause des angles morts, des niveaux d'impact qui sont pas du tout à la même place. Et, on les voit pas, hein? On a vu une photo circuler récemment là, d'un SUV, justement, là, la hauteur du capot avec un enfant, surtout ceux qui sont plus carrés comme modèle. Là, un enfant en bas de 5 ans, là, c'est sûr que vous le voyez pas, là, c'est impossible. C'est sûr que c'est trop haut, donc vous allez jamais voir un enfant et vous courez plus de chances de le frapper, effectivement. Absolument. Puis alors, quand on est en reculons, là, les histoires d'horreur aussi, oui. les SUV. Bon, en tout cas, c'est pas un procès sur les SUV, là, mais mettons qu'ils ont toutes des caméras de recul, mais ça arrange pas non plus toutes les affaires. Oui. Fait que si on savait toutes ces données-là, peut-être qu'on achèterait autrement et surtout on concevrait autrement. Mais ces données-là sont quand même très difficiles à aller chercher, donc il faut être très très averti, très curieux. Mm-hmm. Donc c'est pas mal ça sur le design systémique, c'est vraiment toutes les données à prendre en compte, puis essayer aussi de se projeter dans le futur, qu'est-ce qui peut bien arriver, qu'est-ce qui peut mal arriver. Par exemple, Nobel, avec aujourd'hui on a le fameux prix Nobel, il a inventé la poudre, mais il savait peut-être pas aussi qu'il allait tuer énormément de gens avec sa poudre à canon. Ouais. Donc il y a ce genre de choses aussi à se dire, ok, c'est arrivé dans le passé, qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui pour avoir une société qui est, on va dire, plus équilibrée, plus heureuse. Ça peut paraître très utopique. Très très optimiste, mais aujourd'hui on n'a jamais été on est la société la plus intelligente. On a toutes des données, on a énormément de recul aussi, donc ce serait bien d'utiliser nos connaissances à bon escient. Et grâce au design systémique, c'est sûr que c'est possible. La preuve, c'est qu'aujourd'hui, il y a énormément de monde qui font grâce, on va dire grâce au Covid. Là. Désolée pour ceux que je vais choquer, mais grâce au Covid, aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui retournent à la terre, qui font leurs propres légumes, qui font plus de choses par eux-mêmes aussi. Du pain. C'est le début du design systémique. Ah oui, on peut appeler ça de même. Oui, c'est vrai. Le design aussi, ce design qui peut être nommé aussi design circulaire. Oui, design circulaire, oui, tout à fait. Parfait. C'est sûr que le design systémique va chercher un petit peu plus loin parce qu'on a plus de données, on brise aussi on décloisonne les disciplines, on essaie de définir une éthique, on essaie aussi d'aller chercher un impact durable, refonder aussi nous on appelle ça refonder un récit, donc c'est-à-dire vraiment définir des histoires, des scénarios, des différents scénarios pour l'avenir. Et c'est sûr que et puis on essaie de définir un réel problème, un vrai problème à résoudre. Donc c'est un peu plus large que le design circulaire à mon sens. Mais oui, effectivement, design circulaire, on en a déjà entendu parler. Donc, oui. Laure Gabrielle Châtenay, de UXCO, merci beaucoup pour cette chronique sur le design systémique. C'était fort intéressant donc de prendre en considération différentes données avant de passer à l'action. Ça peut être plus long, mais sur le long terme, ça peut être bien plus profitable. Ben oui, c'est ça. Donc, merci beaucoup. Je te souhaite une belle journée en télétravail. Oui, merci. Et donc, c'est ainsi que va se conclure l'émission d'aujourd'hui. Il est 9h. On se retrouve demain à compter de 7h30. Et donc, je vous invite à rester là à l'antenne de CKIA parce qu'il y a plein de belles émissions, comme d'habitude, qui vont suivre à notre antenne. Vous savez que vous pouvez prendre bien sûr CKIA sur la bande FM au 88,3, mais vous pouvez aussi là syntoniser grâce au CKIA-FM.org. Toute la programmation est disponible en direct. C'est assez facile. À 10h, on a une rediffusion de l'émission, donc les capés. L'émission Eclipse va suivre ensuite à 11h. On a Heure locale à 15h qui vous propose de la chanson et du folk qui vient là de la région de Québec, si je me trompe pas. Solidarité Québec Monde à 17h. À 18h, ne manquez pas cette émission là qui parle de transition écologique. Le monde en transition, c'est une rediffusion, mais ça vaut le coup à 18h d'écouter Le monde en transition. À 19h,
19h, Dignité Noire. Et je vous rappelle que la plupart des émissions ont leur propre page Facebook et sont elles aussi diffusées en live sur Facebook. Donc, c'est quand même le fun de pouvoir voir les artisans de la radio de CKIA en direct. Donc, Dignité Noire à 19h, rediffusion de l'émission Dans ma rue à 20h. Je vous souhaite une belle journée à vous aussi. Et comme je le disais en ouverture, là, traînez-vous un parapluie parce que c'est ce qu'on annonce. On annonce une journée plutôt mouillée. Pour l'instant, c'est sec. On dit qu'il fera jusqu'à 12 degrés aujourd'hui. Bonne journée! Bye bye! La brasserie artisanale La Korigane a présenté l'émission Québec